Quand on parle des questions climatiques, place à l'invité de cette édition spéciale, Madame Arlette Soudan-Nono. Elle est ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Ministre également coordinatrice de la Commission climatique du Bassin du Congo. Une fois de plus, Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir à vous également de nouveau, Ordel Biakoro. Merci Madame la ministre. Alors Madame le ministre, dites-nous... C'est plutôt là. Madame la ministre, c'est comme vous voulez. Madame la ministre, le Congo aura le privilège d'abriter du 26 au 28 octobre 2023 le sommet des 3 grands bassins des écosystèmes, de biodiversité et des forêts tropicales de la planète. Le président de la République, nous l'avons vu dans ce reportage, il a fait allusion à cet événement. Alors, dites-nous concrètement, c'est quoi ce sommet? Écoutez, c'est un sommet, en fin de compte, qui a sa 2e édition. En 2011, le président de la République a déjà convoqué ce sommet de ces 3 grands écosystèmes de biodiversité et de nos forêts tropicales mondiales aujourd'hui, qui quand même représentent 80% quand même des forêts mondiales et qui représentent pratiquement 2/3, sinon 67% précisément, des écosystèmes de biodiversité de la planète. Et ce n'est pas peu. Et en matière de carbone, aujourd'hui, c'est pratiquement 16 années de carbone comme ça, stocké, séquestré entre ces 3 grands poumons qui, j'aime à le rappeler également, il y a le bassin du Congo, il y a l'Amazonie, il y a le Bornéo-Mekong et l'Asie du Sud-Est. Et donc aujourd'hui, vu la problématique du climat aujourd'hui, vu la problématique de l'environnement, de la biodiversité, il y a urgence que les nations du Sud-Sud puissent trouver une plateforme mondiale pour pouvoir justement aborder des questions essentielles dans le cadre du développement durable au travers des 17 objectifs du développement durable, l'ODD 3, qui parle en particulier de l'éradication de la pauvreté dans le monde. Parce que nous avons également droit à ce qu'on appelle une transition énergétique, une transition écologique. Il nous faut nous développer tout simplement et il faut de l'argent. Et nous rendons ce qu'on appelle un service écosystémique. Cela est avéré. Notre pays n'est pas en reste. Le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, premier écologiste de la planète, qui... avec résilience depuis Rio+20, porte ce poumon qui est le bassin du Congo, porte nos écosystèmes à nous de la République du Congo avec résilience. Et nous mobilisons pratiquement que 0,5%, si ce n'est 5%, des financements de l'économie verte et de l'économie bleue. Donc à un moment donné, Copenhague 2009 nous dit 100 milliards de mobilisation par an de dollars pour les pays du Sud que nous sommes, que nenni, nous n'envoyons aucun copec, aucun centime. Et donc aujourd'hui, nous savons qui nous sommes assez structurés. Nous, le bassin du Congo, le président de la République qui est à la tête aujourd'hui de la commission climatique du bassin du Congo, qui est une institution sous-régionale de l'Union africaine aujourd'hui et qui a également le soutien des Nations Unies et qui s'est déplacé, donc, comme on l'a vu dans le reportage, à Belém. Mais avant l'étape de Belém, il a fait le déplacement, il faut le dire également, à Libreville, dans le cadre du One Forest Summit, en tant que président de la commission climatique, pour soutenir son frère, le président du Gabon. Il s'est déplacé également en France, dans le cadre de la finance climatique portée par le président Macron. Et il s'est enfin déplacé dans le cadre toujours des assises de Brazzaville, en préparation, au niveau donc de l'État de Para, dans la ville de Belém précisément, pour participer au sommet donc de l'organisation du traité donc de l'Amazonie aujourd'hui, qui est ce grand poumon aujourd'hui et qui est secondé pratiquement par le bassin du Congo et le Bornéo-Mekong, l'Asie du Sud-Est. Alors, Madame la ministre, dites-nous quels sont les pays principalement concernés par ce grand rendez-vous. Déjà, il faut savoir qu'il y a 31 pays. 31 pays qui se retrouvent concernés au travers des 3 commissions. Parce que si nous sommes organisés en commission climatique du bassin du Congo, du côté de l'Amazonie, ils ont ce qu'on appelle l'organisation pour le traité de la coopération de l'Amazonie, où là, vous avez les 8 pays forestiers de l'Amazonie qui, eux, donc de fait, sont
invités. De l'autre côté, vous avez également les pays de l'Asie du Sud-Est et vous avez également le Mekong, sachant qu'il y a une organisation qui gère l'aspect pays du Mekong, parce que là également, c'est la zone un peu du bassin hydraulique et les pays de l'Asie du Sud-Est, eux, gèrent les écosystèmes forestiers et de biodiversité. Et donc, nous sommes pratiquement 31 pays, mais comme nous ne sommes pas seuls sur la planète, je vous l'ai dit, nous avons le soutien des Nations Unies, nous travaillons étroitement. Le président de la République m'avait envoyé donc à New York rencontrer donc le secrétaire général des Nations Unies en février dernier, qui m'a fait l'immense honneur de me recevoir, Antonio Guterres, et qui nous a désigné le programme des Nations Unies pour l'environnement. La secrétaire exécutive, Mme Inga Andersen, avec laquelle nous travaillons depuis près de 6 mois étroitement à la préparation de ce sommet. Nous travaillons également avec le programme des Nations Unies pour le développement pour y mettre le contenu. Nous avons les pays du Nord, nous travaillons avec l'Union européenne, nous travaillons avec, bien entendu, je vous l'ai dit, l'OTCA, avec l'ASEAN, les 3 secrétariats de coordination avec la Commission climatique du bassin du Congo. Et donc aujourd'hui, je pense que nous avons aujourd'hui un sommet avec toutes les agences du système des Nations Unies qui sont mobilisées comme un seul homme. Nous avons tous les pays partenaires avec lesquels nous travaillons depuis pratiquement 6 mois et le gouvernement a mis en place, sous la haute autorité du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koné-Makosso, sur instruction du chef de l'État, le comité interministériel qui porte donc l'organisation de ces assises de Brazzaville qui se tiendront, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, le 26, 27 et 28 octobre prochain à Brazzaville. Alors nous comprenons là donc que les États concernés font cause commune. Qu'en est-il des préparatifs ? Mais j'oubliais, nous avons également les ONG, il ne faut pas l'oublier, nous avons le secteur privé, nous avons également les associations philanthropiques. Exactement. Donc, ils ne sont pas en reste de l'engagement et le gouvernement congolais s'est assuré d'avoir 3 firmes, 3 cabinets. On a l'un des grands cabinets principaux qui nous aide dans la coordination des contenus aux côtés du système des Nations Unies et des 3 secrétariats que nous constituons, qui est le cabinet EY, qui est le premier financier et qui porte également des financements de la finance climatique aujourd'hui d'actualité. Nous avons également donc le partenaire également du cabinet Deloitte qui porte tout ce qui est structuration, organisation aux côtés du Congo. Nous avons également le cabinet Euro-Agency Africa qui porte également tout ce qui est événementiel parce que nous aurons des zones pavillonnaires, nous aurons des ateliers et peut-être nous aborderons les aspects sur certainement les panels qu'il y aura et les gros enjeux que j'aimerais peut-être à ce stade, si vous le permettez, très rapidement. aborder. Nous avons 5 panels. Nous avons pratiquement 8 grands ateliers à ce stade. Mais ce qu'il faut retenir, qui fait consensus entre les 3 grands poumons verts aujourd'hui de la planète que nous constituons, nous avons au centre ce qu'on appelle le marché du crédit carbone souverain que nous portons, qui est le marché du crédit carbone souverain de l'accord de Paris. Parce qu'il y a un marché parallèle qui bat de l'aile en ce moment, qui est le marché volontaire. Pourquoi je vous en parle de l'accord de Paris? Parce que le marché volontaire du carbone, qui est un plus dans nos économies, le carbone, la vente à la tonne. Lorsque vous regardez les accords de Paris, son article 5 met en place ce qu'on appelle un mécanisme qu'il nous faut finaliser dans le cadre de la réduction donc, des émissions. Et ça s'appelle la RED+. Et aujourd'hui, nous sommes très bien engagés au niveau du Congo, au niveau même de la 3e communication, au niveau donc de notre contribution nationale déterminée. Tous ces aspects un peu d'ordre administratif sont plus ou moins très avancés. Et il nous faut maintenant gravir l'échelon de l'article 6.2.3.4. C'est très important de comprendre ça. C'est l'article qui met en place le mécanisme même de l'accord de Paris, du carbone, du marché du crédit carbone souverain. Pourquoi nous insistons? Je vous l'ai dit, le marché volontaire nous permet d'accéder à une tonne qui, dans les prix aussi, entre 5 à 12 $ maximum. Mais le marché souverain nous donne accès entre 50 à 150 $. Et lorsque vous voulez parler d'un développement durable, vous voulez parler d'une transition énergétique, il vous faut des ressources. Et ces ressources-là nous permettraient quand même, dans notre produit intérieur brut, de gagner entre
30 à 50% sur notre produit intérieur brut. Et c'est pour ça que, comme un seul homme, tous ces grands trois secrétariats de ces trois grands poumons aujourd'hui que nous constituons et nous sommes le régulateur aujourd'hui du climat mondial, nous sommes le rempart de l'humanité. Le président de la République, avec résilience, le rappelle à toutes les différentes sorties lorsqu'il va représenter le Congo au plus haut niveau dans les différentes COP. Et nous voulons également, l'un des aspects très très importants, réconcilier le droit de l'environnement du climat avec le droit de la biodiversité. Vous connaissez, vous, souvent ce qu'on appelle les COP climat, qui se tiennent tous les ans, mais il y a également les COP de la biodiversité qu'il nous faut concilier parce que la biodiversité et le climat sont intrinsèquement liés. Alors, justement, vous avez parlé des COP climat, Madame la Ministre. Sur quoi ce sommet devrait-il déboucher, allusion faite cette fois-ci, puisque vous l'avez évoqué, à l'objectif COP 28 et au-delà? Nous avons ce qu'on appelle des législations souveraines dans nos États en matière de gestion de nos écosystèmes. Mais il nous faut gérer nos spécificités, mettre en place une gouvernance mondiale de ces trois grands écosystèmes, de ces trois coordinations de secrétariat de l'OTCA, de l'ASEAN et de l'Asie du Sud-Est et du bassin du Congo aujourd'hui. Parce que dans le bassin du Congo, le bassin du Congo, c'est 9 pays. Mais les États, pendant le sommet de la COP de Marrakech, ont mis en place cette commission dont sur laquelle je reviens, dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est président de la commission climatique et qui a un fonds fiduciaire qui est le fonds bleu pour le bassin du Congo. Comprenez? Et donc, il nous faut mettre une gouvernance politique, une gouvernance de ces trois grands bassins, parce que nous rendons ce service écosystémique, nous voulons peser dans la balance des négociations, ne pas être en marge de la négociation, être l'acteur principal, parce qu'aujourd'hui, nous rendons ce service écosystémique au travers donc de nos écosystèmes forestiers, de nos mangroves, de nos tourbières, de notre biodiversité, mais nous sommes mal récompensés. En gros, nous sommes des bons élèves de l'atténuation. Si je vous prends un chiffre, notre pays, la République du Congo, c'est un taux de 0,06% de déforestation. Donc vous vous rendez bien compte que même lorsque vous prenez les chiffres internes de notre propre pays, nous avons de quoi revendiquer aujourd'hui que l'on puisse revoir un peu tous les financements que nous arrivons à mobiliser. Donc l'enjeu est principalement déjà mettre en place une coalition, une gouvernance mondiale, accéder à un marché carbone souverain et également pouvoir réconcilier donc, la notion de climat, le droit du climat, de l'environnement avec celui de la biodiversité et également pouvoir discuter avec les scientifiques parce que le climat également, c'est une affaire scientifique. On a beau dire ce qu'on veut dire, mais c'est une affaire scientifique également. Et nous avons également les peuples autochtones à protéger, les peuples indigènes. Et nous avons également la société civile, le secteur privé. Donc voilà les grands axes. Et nous avons également la gestion des territoires. Il nous faut, dans le cadre de nos décentralisations, déconcentrations de la gestion des collectivités locales, aller à l'effectivité de tout ce que nous voulons appliquer. Voilà donc les grandes thématiques pratiquement transversales que nous portons au travers de ces grands enjeux du sommet de Brazzaville. Madame la ministre, le sommet de Brazzaville, historique pour le Congo, dites-nous pourquoi. Mais parce qu'aujourd'hui, nous saluons le retour du président Lula déjà au niveau du Brésil, qui est l'un des grands leaders qui porte l'Amazonie aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons cette légitimité aujourd'hui de pouvoir convoquer ce deuxième sommet sous la très haute présidence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, la problématique du climat étant tellement centrale aujourd'hui, vous voyez toutes les érosions qu'il y a, vous voyez les problèmes d'agriculture que nous avons, le changement des saisons, l'aridité des sols. Souvent même, il y a des zones où il y a la désertification. Aujourd'hui, c'est un sommet dit historique parce qu'aujourd'hui, nous avons les Nations Unies aux côtés des États, ce n'est pas peu. Nous avons donc ce grand soutien, cette grande mobilisation de toutes les agences des Nations Unies. Nous avons ces trois grands bassins, vraiment j'insiste, qui réellement vont participer. Lorsque vous prenez du côté donc, de l'ASEAN, nous avons donc
nos amis de l'Indonésie aujourd'hui qui portent 60% du bassin de l'Asie du Sud-Est qui seront présents. Nous avons l'Amazonie qui porte 70% aujourd'hui du bassin amazonien qui seront là. Nous avons nos amis de la République démocratique du Congo qui effectueront le déplacement de Brazzaville et qui portent pas moins quand même de près de 50% des écosystèmes du bassin du Congo. Et enfin, le président de la République, qu'on ne présente plus, qui aujourd'hui, avec résilience, pugnacité, rappelle l'urgence climatique soulignée par le secrétaire général. Et nous avons enfin à trouver et à mobiliser des financements pour les 350 millions d'arbres qu'il nous faut reboiser, replanter dans le cadre de la décennie des écosystèmes et de restauration du secrétaire général des Nations Unies, à l'image de la décennie de l'afforestation du président de la République. Nous l'avons compris, Madame la Ministre. Beaucoup de délégations sont donc attendues à Brazzaville en octobre prochain. Nous allons vous retenir sur ce plateau. Restez avec nous, Madame la Ministre. Nous allons poursuivre ce journal. Voilà, nous allons alors poursuivre notre entretien avec Madame la Ministre. Madame la Ministre, alors dites-nous, quelles sont les prochaines étapes avant la tenue de ce grand sommet au Congo? C'est vrai que question m'a été posée tout à l'heure avant l'interruption. Vous avez bien fait d'insister. La prochaine étape, déjà demain, je me rends à la conférence des ministres de l'Environnement, des 54 États que nous constituons sur le plan continental africain. Je vais donc me rendre demain à Addis Abeba, où là, nous avons impacté un peu et bousculé un peu les agendas pour laisser place un peu à la présentation un peu des grands enjeux du sommet. Ensuite, nous devons aller au BRICS, parce que là, il est question également dans l'un des grands points, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en place de cet instrument, de ce marché du crédit carbone souverain. Mais nous avons une très bonne nouvelle entre-temps, j'ouvre cette parenthèse, parce que nous travaillons avec le secrétaire exécutif de ce qu'on appelle la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, en acronyme la CNUC. Donc c'est la gouvernance même du climat aujourd'hui. En tant que point focal, nous avons échangé à Belém avec donc notre ami Simon, et nous avons convenu maintenant que les États du bassin du Congo, outre le fait que nous avons confié à notre collègue Lee White, le ministre de l'Environnement de la République gabonaise, de proposer un outil de gouvernance propre au bassin du Congo, à l'issue donc des assises que nous avons tenues le 10 juillet dernier en visioconférence, qui ont précédé celles des chefs d'État, celles que le président de la République a portées le 18 juillet au niveau des chefs d'État. Donc nous sommes en train de construire aujourd'hui, c'est une grande première, un instrument commun, déjà une législation commune pour le bassin du Congo, nonobstant la souveraineté des États. Et donc, il est important que ce point sur lequel nous avons influé, impacté en tant que différents États, est inscrit donc au niveau donc des assises donc des BRICS. Et là également, nous sommes attendus pour porter donc cette problématique. Nous avons également, dans le cadre de notre agenda, nous devons nous rendre, nous sommes invités également officiellement aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Marrakech, au Maroc, où là, nous allons donc devoir débattre également non seulement de cet instrument que nous voulons mettre en place en conformité avec l'accord de Paris, le marché du crédit carbone, parce qu'il faut nous préparer, nous mettre en ordre de bataille pour arriver à la COP28, mais là également, avec le collègue marocain, nous avons échangé énormément, nous portons une feuille de route entre le ministère des Finances, le ministère des Industries et le ministère de l'Environnement sur toute la pollution plastique et la gestion des industriels, tant dans les gaz que dans les énergies fossiles. Parce qu'il faut savoir que, bon, il y a eu quand même ce grand problème où nous avons quand même été un peu choqués de la non prise en compte des efforts que nous faisons et du service écosystémique que nous rendons à la COP de Glasgow, où nous avons, nous les spécialistes, les ministres, nous avons était très choqués. Il y a eu des débats, on avait appelé ça la nuit des longs couteaux pour la petite histoire, où là, les États puissants, les États du Nord, qui ne sont pas en reste, bien entendu, du sommet de Brazzaville, mais ont pris la parole pour nous dire « nous ne nous désengageons pas du charbon ». Et sans proposer un moratoire aux États que nous sommes, qui rendons ce service écosystémique et qui ne sont pas des grands émetteurs en matière de CO2 aujourd'hui, et qui nous retrouvons, on veut nous exiger de nous désengager des énergies fossiles comme ça. C'est pas possible. Et donc, nous avons donc, avec les amis du Maroc et d'autres États, été invités donc à prendre la parole au niveau donc des assises des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ensuite, nous avons
le sommet africain du climat qui va se tenir à Nairobi. Là, nous devons bien entendu, en tant que point focal, l'autorité nationale désignée du climat de la République du Congo. Nous y serons présents aux côtés du chef de l'État qui toujours prend son bâton de pèlerin et répond à toutes les assises. Et nous allons également nous retrouver au G20 dans la foulée, au G77 également, pour parler à tous ces puissants, parce que nous avons le mérite aujourd'hui d'avoir l'écoute des trois bassins. Nous avons le mérite de travailler, donc d'être cette force. Mais entre-temps, l'un des points culminants que j'aimerais rappeler ici, plutôt évoquer ici, ce sont les assises de New York. En marge des assemblées des Nations Unies, nous aurons ce qu'on appelle le pré-sommet du sommet de Brazzaville qui se tiendra à New York. Et là également, nous avons le soutien des Nations Unies. Nous travaillons étroitement, les trois secrétariats, nous travaillons étroitement avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, qui a l'autorité du secrétaire général pour porter l'organisation déjà des assises de Brazzaville aux côtés des agences qu'elle coordonne, le PNUE et le PNUD, mais également organiser donc ce grand rendez-vous. Et en marge de ce grand rendez-vous, il y aura tous les PTF, tous les partenaires techniques et financiers qui seront là. Et il nous faudra justement porter toujours avec résilience le même propos, réconcilier le droit de l'environnement, du climat et de la biodiversité, mais surtout porter la construction même de ce qu'on appelle le marché du crédit carbone souverain. Donc j'ai un agenda, je ne vous très dis chargé, pas, on dit souvent au figuré un agenda de ministre, mais je peux vous dire que c'est au propre que je porte cet agenda de ministre. Alors, vous l'avez dit, Madame la ministre, de nombreux experts et acteurs de l'économie bleue pensent que ce sommet marquera un tournant décisif. Est-ce votre avis ? Ben, écoutez, c'est un sommet historique. Historique pourquoi? Mais parce que Brazzaville va mettre cette gouvernance mondiale efficiente donc pour gérer les défis environnementaux et climatiques à l'échelle planétaire aujourd'hui. N'oubliez pas que nous avons là quand même 3 grands bassins qui représentent 80% des écosystèmes forestiers, près de 2 tiers des écosystèmes de biodiversité, près de 67% aujourd'hui, et que nous avons comme objectif cette plateforme de gouvernance politique, oui, mais également de pouvoir mobiliser 80% des financements aujourd'hui, parce que nous rendons ce service écosystémique. Rien qu'à ce titre-là, on peut dire que l'étape de Brazzaville est une étape cruciale qui nous permet d'aller avec des résultats que nous avons obtenus au niveau des certificats de biodiversité, au niveau donc de One Forest Summit que la République gabonaise a organisé avec la République française. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, le chef d'État avait effectué des déplacements de Libreville, avec les conclusions de Paris, avec le sommet financier de Paris, où là, il y a eu des grandes avancées. Le président de la République a abondamment parlé des financements de nos infrastructures, parce qu'il nous faut nous développer. Et nous avons également à promouvoir cette coopération scientifique aujourd'hui, parce que nous travaillons énormément avec ces scientifiques du groupe des experts intergouvernementaux. Donc aujourd'hui, je pense que tous les astres sont alignés pour faire de Brazzaville cette étape historique, vraiment historique. Étape historique, vous l'avez dit, Madame la ministre, mais aussi importante dans la régulation du bilan carbone. C'est vrai que vous avez évoqué cet aspect d'entrée de jeu, mais est-ce qu'on peut revenir dessus? En quoi le sommet sera-t-il utile en matière de régulation du bilan carbone? Parce que nous sommes en train de monter l'instrument. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, nous avons eu des assises en ligne avec les 16 pays du bassin du Congo, plus 1. Le Royaume du Maroc, qui est un pays historique et qui nous a énormément accompagnés. N'oubliez pas que nous travaillons avec la Commission économique pour l'Afrique également, la CEAC. Nous travaillons avec la CICOS pour gérer le bassin hydraulique. Nous travaillons avec nos amis de la Comifac également. Il y a tout plein d'institutions, en fin de compte, aux côtés des pays du Nord, que j'ai évoqué tout à l'heure en amont, qui travaillent avec nous. Mais c'est un sommet très important parce que nous sommes en train de monter cet instrument très important dans le cadre du marché du carbone souverain. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons qu'on aille à la conformité des accords de Paris. On ne va pas continuer à rendre ce service écosystémique, être des bons acteurs de l'atténuation, mais il nous faut de l'argent pour l'adaptation. L'adaptation veut dire comment aller être résilient
au changement climatique. Comment avoir des financements pour porter la notion de durabilité que nous avons dans le programme national de développement. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle une CDN, une contribution nationale déterminée, aujourd'hui qui demande également des financements. On a des feuilles de route à mettre en place. Comment aller tout simplement vers cette transition énergétique? Donc, il nous faut des ressources. Et ces ressources-là passent par le prix de la tonne carbone. Et cette tonne carbone, les Européens, aujourd'hui, les Occidentaux, l'achètent à 70 $ la tonne, certains même à 150 $ la tonne, les pays de l'OCDE. Mais pourquoi nous, qui rendons ce service écosystémique avéré, mais vraiment avéré, serons, nous, en marge de ces prix? Vous voyez bien qu'il y a ce qu'on appelle une injustice climatique. Ça devient même amoral, on ne peut pas continuer comme ça, enfin. Mais on se moque de qui? Nous ne sommes pas des sous-peuples, nous sommes sur la même planète. Mais nous sommes impactés par le développement des pays du Nord. Négativement impactés, je dis. Et là, aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de ce que nous voyons sur la Terre. Mais vous ne savez pas que déjà dans l'espace là-bas, il y a déjà des dégâts sur le plan du climat, sur le plan de la gestion même de l'environnement, si je peux dire, dans la stratosphère. Et donc aujourd'hui, il nous faut peser dans le concert des nations. Il nous faut prendre cette place qui est la nôtre. Nous ne mendions pas, nous ne quémandons pas, nous savons qui nous sommes. Vous savez, au niveau de la Commission climatique du bassin du Congo, le président de la République a demandé à ses pairs qu'ils abondent ce qu'on appelle le plan d'investissement, le pipeline des projets. Mais aujourd'hui, au travers de cette brillante étude qui a été faite de préfiguration de la gouvernance de la Commission elle-même et de son fonds fiduciaire, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, beaucoup ne le savent pas, mais ce fonds fiduciaire est à l'image du fonds de l'Amazonie. Mais ce n'est pas la Commission climatique qui la gère. Le chef de l'État avait demandé à ses homologues que nous lancions un appel d'offres afin justement de ne pas aller vers un greenwashing, aller vers une transparence totale de gouvernance. Et nous avons donc abrité, au travers d'un mécanisme tout aussi transparent d'appel d'offres, qui a été remporté par la Banque de développement des États d'Afrique centrale, qui héberge le fonds, qui en gère la ligne, mais qui également permet de mobiliser les fonds. Et chose encore que l'on devrait vraiment retenir, il permet de rendre bancables les projets et éligibles les projets. Et donc aujourd'hui, nous avons près de 300 projets qui sont très innovants parce que ce sont des projets qui portent déjà la notion de durabilité. Le Congo, notre pays, c'est 41 projets aujourd'hui qui abondent ce pipeline. Et nous avons également des projets intégrateurs à l'image de ce que nous avons, le grand projet de la centrale Inga avec la RDC, qui, je vous le répète, va quand même arroser toute l'Afrique et permettra également là de lever des financements. Nous avons la boucle de l'amitié énergétique, vous voyez. Donc il y a beaucoup de projets comme ça que les États ont abondé tout au long de ce fonds. Nous avons une banque aujourd'hui qui mobilise les financements et donc il nous faut aujourd'hui maintenant mettre en place cette gouvernance mondiale efficiente et aller vers des financements. Alors, Madame la Ministre, vous avez parlé d'injustice climatique. Le président de la République, fort de son engagement en matière de préservation des écosystèmes, est décrit par beaucoup comme étant un avocat de la cause verte. Dites-nous, en organisant l'initiative de ce sommet à Brazzaville, est-ce qu'on peut considérer le président de la République comme étant le sauveur de la planète ? Écoutez, il n'est plus à présenter depuis Rio + 20, il a même été le champion de l'Afrique. Il a sorti tout un livre sur le développement durable. C'était un précurseur. Là, au niveau du gouvernement, il nous a poussé à adopter la première loi du pays en matière de développement durable. Et nous avons hier porté la loi qui porte aujourd'hui la notion de la gestion durable de l'environnement, 32 ans après celle de 91, ce qui était déjà avant le sommet de Rio de 92. C'était déjà un avant-gardiste en matière de sauvegarde des écosystèmes de l'environnement. Et donc aujourd'hui, comme on aime à l'appeler, tous, c'est le premier écologiste du Congo, c'est un champion à la matière. Donc il a ce soft power pour le Congo, mais il a aussi ce leadership naturel que l'on ne peut pas lui ravir aujourd'hui. Et donc, ce n'était que naturellement que ses pairs, pendant le sommet de l'action et de la coémergence de l'Afrique, qui s'est tenu en marge de la COP22, proposé par son jeune homologue, son frère même de la République du Royaume du Maroc, qui avait abrité ce grand sommet qui portait sur les questions liées au changement climatique, que naturellement, ses pairs, ses homologues sur les 3 commissions
sous-régionale qui porte sur le climat, parce qu'il y a la commission climatique du bassin du Congo, il y a la commission climatique de la région du Sahel et la commission climatique des États insulaires. Et c'est bien naturellement et légitimement que ses pairs l'ont désigné comme étant à la tête de cette commission climatique du bassin du Congo. Madame la ministre, pour terminer, quelle est votre adresse à l'endroit des ONG et des acteurs qui plaident pour la préservation de l'écosystème de manière générale? Je tiens déjà à les remercier, à les féliciter du soutien. Vous voyez, avec récurrence, avec résilience même et pugnacité, ce sont mes mots maîtres souvent, que je porte souvent, pugnacité, résilience et vision hein, que nous portons au nom du chef de l'État. Ils m'accompagnent régulièrement. Vous les avez vus à l'occasion de la marche verte pour l'environnement la fois dernière. C'est eux qui s'investissent, c'est eux qui s'organisent, c'est eux qui structurent aux côtés de l'État, qui portent toute l'organisation. C'est comme ils l'ont fait récemment encore avec la future radio-télévision du bassin du Congo que porte le gouvernement aujourd'hui pour sensibiliser, pour mobiliser les populations justement à l'appropriation et enfin à l'implémentation sur les questions de changement climatique. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est m'inscrire dans la dynamique, dans le mot d'ordre lancé par le chef de l'État aujourd'hui, que la mobilisation générale. Nous, le gouvernement de la République, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, je vous l'ai signifié, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koniné-Makosso, porte le comité interministériel qui permet donc la préparation de ces grandes assises historiques de Brazzaville. Et aujourd'hui, la société civile, le secteur privé est bien entendu l'un des grands acteurs de ces enjeux de demain, de ce sommet. Et nous avons également les peuples autochtones, les jeunes, les femmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la mobilisation également, la sensibilisation également qu'il nous faut faire au niveau donc de ces jeunes. C'est pour ça que notre radio-télévision du bassin du Congo, je terminerai par là, arrive donc à point nommé pour nous permettre d'avoir un média de proximité dans un premier temps et dans un deuxième temps, un média qui va arroser un peu la sous-région, puisque nous allons être sur satellite et nous allons donc pouvoir parler en français, en Kituba, en lingala, en conformité avec notre loi fondamentale, mais parler également en langue étrangère, l'anglais, pour être accessible auprès d'autres peuples. Mobilisation générale, vous l'avez dit, Madame la Ministre, ce sera votre mot de fin. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous avons reçu pour vous ce soir Madame Arlette Soudon Nono, elle est ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, ministre coordinatrice de la Commission climat du bassin du Congo. Eh bien, avec elle, nous avons évoqué les préparatifs du sommet des 3 grands bassins qui se tiendra du 26 au 28 octobre prochain, rappelons-le, en République du Congo. Merci, Madame la Ministre, d'être venue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie.